Histoire ancienne de l'Afrique du Nord de Stéphane Gsell, tome 1. Le climat de l'Afrique du Nord dans l'Antiquité, suite. A-t-on au moins des raisons d'admettre que le climat se soit modifié à la lisière septentrionale du Sahara et dans la partie de la Berbérie qui borde le désert au nord? La Blanchière a écrit à ce sujet: il est une partie de la Libye du Nord où certainement s'est produit, et depuis les temps historiques, un grand changement hydrographique, hygrométrique, météorologique. Il est tout à fait hors de doute que le sud de cette contrée, le nord du Sahara, a été au moins en partie une région très humide, pleine de marécages, et naturellement laissant pousser de grands végétaux. Cette humidité s'étendait sur des espaces contigus. La cuvette des Chottes, que les textes ne nomment jamais que paludes, les fonds également trempés des plateaux les moins élevés, le bassin de ce Nil, de ce Niger, de ce fleuve vague, que les auteurs anciens entrevoient presque tous derrière la Berbérie, la dépression qui existe en effet au pied de l'Atlas saharien, les vallées encore imprégnées du Djebel Amour de l'Atlas marocain, les longs talwegs de l'Iradrar, de l'Oued Mia, de l'Oued Rir, de l'Oued Djedi, et ceux de l'Oued Raa, de l'Oued Gir, de l'Oued Zousfana, qui, d'Igli à Figig, est encore un marais. Tout cela fut jadis une espèce de jungle, reliée ou non aux forêts du Nord. Comment s'est faite la transformation? Comment la sécheresse a-t-elle triomphé, la flore disparue, la faune émigrée vers le sud? C'est ce que nous ne saurions dire. Mais il en a été ainsi. Au moment où l'Afrique du Nord est entièrement colonisée, l'agriculture, quand elle vient buter contre le Sahara, s'y heurte bien à un désert. Les colons le découvrent tel qu'il est aujourd'hui, en meilleur état toutefois, bien plus riche de sources, de puits et d'oasis. Fin de citation. L'étude des textes ne permet pas d'adopter cette opinion. De l'océan jusqu'au fond de la Grande Syrte, la plupart des témoignages grecs et latins, les plus anciens comme les plus récents, nous montrent une suite de régions sèches, véritables vestibules du désert. Nous les examinerons tout d'abord. Puis, nous apprécierons la valeur de ceux qui semblent les contredire. Vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, Hannon longe le désert dès qu'il a dépassé le Lixos, c'est-à-dire l'Oued Draa au sud du Maroc. Au milieu du 1er siècle de notre ère, le général romain Suetonius Paulinus le rencontre dès qu'il a franchi l'Atlas marocain, en s'avançant dans la direction du fleuve Guer, peut-être l'Oued Gir d'aujourd'hui. Il trouve des solitudes de sable noir où çà et là font saillir des roches qui paraissent brûlées. Quoique l'expédition ait lieu en hiver, ce pays est inhabitable à cause de la chaleur. Confère Pline 5,14. La rivière que le roi Juba identifiait avec le Nil et qui prenait sa source dans une montagne au sud de la Mauritanie, non loin de l'océan, coulait à travers une région déserte, brûlante, sablonneuse, stérile. Note: Pline 5, 31 et 32, per deserta et ardensia, fin de note. Au sud du massif de l'Aurès, Vadis, aujourd'hui Badès, était situé dans des sables secs brûlés par le soleil. Dans le sud de la Tunisie, le Chott el-Djerid et le Chott el-Ferej n'étaient pas plus étendus dans l'Antiquité que de nos jours. La croûte de sel qui forme la surface de ces lacs ne s'est pas abaissée. Au milieu du Chott el-Djerid, sur une piste, on rencontre un puits ancien, Rir el-Menzol, obstrué depuis longtemps, qui s'alimentait par une nappe d'eau douce. Or, le rebord de ce puits ne dépasse que de 2 ou 3 pieds le sol environnant. Il est évident qu'autrefois,
La croûte saline qui permettait de l'atteindre ne devait pas, ou du moins ne devait guère s'élever au-dessus du niveau actuel. La grande voie militaire, établie au début de l'ère chrétienne, qui reliait Tébessa à Gabès, franchissait l'extrémité nord-est du Chott el-Fedjedj et une borne Blat au 150e mille a été trouvée sur le bord du Chott, près des dernières terres cultivables. Peut-on conclure que comme aujourd'hui il n'y avait à cet endroit que des efflorescences salines faciles à traverser, même pour de lourds chariots. Takapès, Gabès, était au témoignage de Pline, qui paraît l'avoir visité, une oasis au milieu des sables. Au sud des Chott, au sud-est de Gabès et le long de la route qui reliait l'Africa à la Cyrénaïque, on essayait de remédier à la pénurie de l'eau courante par des puits et des citernes, si nécessaires aux voyageurs que les itinéraires anciens les mentionnaient. C'eût été un prodige, au dire d'un poète africain, de voir les ravins des Syrtes apporter de l'eau à la mer. Entre le rivage où s'élevaient les villes de Sabrata et Doéa, et le rebord du plateau saharien, il n'y a pas de ruines dans la région plate appelée aujourd'hui la Djafara. On ne pouvait pas plus y vivre autrefois qu'aujourd'hui. Le littoral de la Grande Syrte est, dit Strabon, un pays sablonneux, desséché, stérile. Des vers de Lucain décrivent cette côte où il ne pleut pas, où la chaleur et la poussière s'opposent à toute végétation. 500 ans plus tôt, Hérodote indiquait déjà que le pays situé au fond de la Syrte était dépourvu d'eau. On lit en note, voir aussi Diodore, 20-42, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'armée d'Ophélas s'engage le long de la Grande Syrte dans un désert sans eau infesté de serpents. Voir aussi de Salluste, Jugurtha, 89.3, fin de note. Tel était le littoral. À l'intérieur, au-delà de la bordure du plateau saharien dont les falaises dominent à pic la Djeffara, c'était le désert brûlant, inhabitable. De vastes déserts, dit Pline, s'étendant dans la direction du pays des Garamantes, des lieux tristes où il n'y a nul moyen d'aller ni de vivre, dit Corippus. Pour se rendre de la côte chez les Garamantes, on suivait des pistes jalonnées par des puits. Il suffisait aux indigènes de combler ces puits avec du sable pour supprimer les communications. Citons maintenant quelques témoignages qui paraissent aller à l'encontre de ceux que nous venons d'indiquer. Sur l'Atlantique, Hannon, arrivant à l'embouchure de l'Ixos, qui vient, dit-il, de haute montagne, trouve un grand fleuve sur les rives duquel des nomades font paître des troupeaux. Le Lixos, on le sait, est l'Oued Dra'a. Or, de nos jours, sauf dans des crues exceptionnelles, l'Oued Dra'a n'apporte guère d'eau à la mer. Depuis le coude à partir duquel il se dirige vers l'ouest sur une longueur de 600 km, c'est d'ordinaire un large fossé n'ayant qu'un cours souterrain. Sans doute il faut tenir compte des irrigations qui saignent le fleuve dans la partie supérieure de son cours, mais même si cette cause d'épuisement disparaissait, le courant n'atteindrait probablement pas l'océan. Il semble bien qu'il en ait été autrement au temps d'Hannon. Celui-ci n'aurait pas qualifié de grand fleuve un lit desséché. On lit en note, je noterai cependant sans insister sur cette remarque que les riverains du fleuve étaient au dire d'Hannon des pasteurs nomades et non des sédentaires qui auraient utilisé l'eau du Lixus pour des cultures. Fin de note. Plus tard, Polybe ou Agrippa, décrivant la côte, signalait des crocodiles dans le Darat, qui paraît correspondre aussi à l'Oued Dra'a.
Cela ferait croire que les montagnes qui alimentent ce fleuve et ses affluents, c'est-à-dire le Haut Atlas et l'Anti-Atlas, recevaient plus de pluie qu'aujourd'hui. Il y avait aussi des crocodiles dans une ou plusieurs rivières qui, comme l'oued Draa, sortaient de l'Atlas et que des anciens identifiaient avec le Nil. Avait-elle plus d'eau que n'en ont de nos jours l'oued Ziz et l'oued Gir? Il ne faudrait pas l'affirmer trop vite. Des crocodiles pourraient vivre dans les rivières que nous venons de nommer. Il en vit encore en plein Sahara. On dit en note, crocodile espèce du Nil, capturé en 1909 par le capitaine Yeager dans le Tassili des Adjers. La dépouille adressée à M. Flamand a été envoyée par ce dernier à Paris au Muséum. Fin de note.